C'est reparti pour 90 minutes de direct exclusivement réservé au sport sur la 3 dans votre quotidienne LGT. Heureux de vous retrouver, les grandes lignes de ce rendez-vous dans notre sommaire. Au sommaire de la grande team, ce soir, LGT News. Algérie 2022 au quotidien. Quelles sont vos propositions pour développer le championnat national? On en parle. Excellente soirée avec la 3. Passer le CHAN Algérie 2022 pour nos éléphants locaux, eh bien, le débat du niveau du championnat refait surface. Oui, pour mieux dire, le débat, bien sûr, du niveau du championnat refait surface. Et ce soir, on s'interroge. Notre question LGT pour vous, mais pour nous aussi en plateau, quelles sont vos propositions pour développer le championnat national? Je reprends. Quelles sont vos propositions pour développer le championnat national? On en parle ce soir. Pour participer, appelez-nous. Plus 225 27 21 59 93 99. Vous pouvez également nous écrire via la page Facebook de la 3. L'essentiel de l'actu sport dans LGT News. Entamons la série de news avec le tennis. Play-off du groupe mondial de Coupe Davis. La Côte d'Ivoire offrant face au Maroc. L'enjeu est de s'inviter dans la zone 2. Un objectif qui passe nécessairement par une victoire face au Maroc au sortir durant les 2 jours que dureront les play-offs du groupe mondial 2. La Côte d'Ivoire avec Eliakim Koulibaly, le numéro 1 du tennis ivoirien. Abdoul Ouattara, Kwame Miko et Aziz Bationo ont la lourde responsabilité de réaliser cette performance. C'est d'ailleurs ce qu'a laissé entendre le capitaine Ilou Lanfo au cours de la conférence de presse qu'il a co-animée ce matin avec son homologue marocain Tahiri Mehdi dans un hôtel luxueux de la place. Ce sera donc du 50-50. Mais il faut battre son adversaire. Les athlètes sont dans de bonnes dispositions parce qu'ils préparent cette compétition depuis longtemps. Ils sont motivés à rassurer Ilou Lanfo qui devra tout de même se méfier des Marocains qui espèrent réaliser un hold-up en terre ivoirienne. Clin d'œil au golf. Live Circuit dévoile son programme. 14 tournois pour l'année 2023. Le circuit Live a rendu public son calendrier pour la saison 2023. Il y en aura 14 au total cette année, soit 2 fois plus que l'édition précédente. L'arrivée de ce circuit en 2022 avait bouleversé énormément le monde du golf. Financé par des fonds d'investissement saoudiens, ce tournoi se présente comme un concurrent direct au circuit historique nord-américain PGA. Il faut signaler que plusieurs golfeurs de renom ont rejoint Golf Live. Parlons du judo à présent. Teddy Riner craint les blessures. Le judoka Teddy Riner a reconnu lundi dernier avoir peur des blessures quand il est sur le tatami. À plus d'1 an et demi de Jeux Olympiques de Paris 2024, craint pour sa santé. La vérité, c'est que quand je monte sur un tapis, j'ai peur, a-t-il reconnu. Si Riner redoute tant les blessures, c'est parce qu'il a pour objectif de disputer les JO à domicile et réaliser de grosses performances. Les nouvelles du football. Foncino fonce au Sporting Club de Gagnoa. Le Sporting Club de Gagnoa vient d'enregistrer l'arrivée d'un ancien pensionnaire de la Ligue 1. Il s'agit de Yao Kwasi Alphonse, dit Foncino. Après une aventure avortée en Libye, le club du président Diabaté Issouf espère profiter de l'expérience du frère cadet de Gervinho pour jouer le titre. Intéressons-nous à l'international polonais. Lewandowski en procès contre son ancien agent. Cette extorsion de 20 millions d'euros, soit 13 milliards 100 millions de francs CFA. Mbappé blessé et forfait 3 semaines. Coup dur pour le PSG. Son attaquant français Kylian Mbappé, touché hier face à Montpellier, a dû laisser ses coéquipiers. L'inquiétude étant grande à moins de 15 jours de la réception du Bayern Munich en Ligue des Champions. Eh bien, la sentence est tombée. Victime d'une lésion à la cuisse gauche, le champion du monde 2018 sera absent des terrains 3 semaines. Par conséquent, il sera forfait pour ce match tant attendu devant les Bavarois. De ma vie, a-t-il écrit sur sa page Instagram. C'était à l'instant l'essentiel de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. À mes côtés pour décrypter les infos des sujets de ce soir, Mohamed Balou. Bonsoir. Oui, bonsoir Jean-Baptiste. Comment allez-vous? Ça va, et chez vous? Ça va bien. À 1 mètre pratiquement de vous, Roger Stéphane.
Messi et Diego. Et Diego Maradona. Ah. D'accord. Bonsoir Roger Stéphane. Bonsoir Jean-Baptiste. Comment allez-vous? Je vais très bien. D'accord. On a le Pelé. On a le Pelé. Henri Joël Bois, Dago Charles, bonsoir messieurs. Bonsoir Jean-Baptiste. Est-ce que vous acceptez déjà les pseudos Henri Joël et Dago Charles. Dago Charles, d'accord. Pelé, ça me va. Hein. Ah, d'accord. Du coup, vous Henri êtes sûr, Joël et Pelé. dans votre combat. Allez, revenons sur quelques news, côté LGT News, messieurs. Sur quelle info vous souhaitez réagir? Ballot, Roger Stéphane? Moi, c'est Raphaël Varane. Okay. Je regardais ce garçon depuis de nombreuses années avec l'équipe de France, qui a fait une formidable carrière du côté du Real de Madrid, qui a quasiment tout gagné avec la Maison Blanche, qui a également tout gagné avec l'équipe de France et qui, à 29 ans seulement, décide de prendre une retraite internationale. Bon, il a été pendant longtemps un leader dans cette équipe de France. Il a été un parfait relais pour Didier Deschamps sur la pelouse. Là, il prend sa retraite. On parle d'usure physique et psychologique. C'est vrai que depuis 10 ans, il évolue au très haut niveau, vraiment au très haut niveau. Là, il est à United, c'est vraiment le haut niveau. Est-ce que c'est ça vraiment ou alors derrière, il y a d'autres éléments? Mais j'avoue que ça me fait un peu mal parce que c'est un formidable joueur. Mais il n'est pas le premier garçon, ni le premier Français à arrêter la carrière au sommet. Il y a Michel Platini dans les années 80, je crois, en 88, qui a arrêté sa carrière comme ça, qui était également au sommet. Mais c'est un peu dommage. Ça fait beaucoup de retraités en très peu de temps pour le football français, notamment avec l'équipe de France. Ouais. Il y a Hugo Lloris, Yves Mandanda, Steve Mandanda, maintenant Raphaël Varane, des cadres qui partent. Bon, est-ce que c'est un message pour donner la place à une nouvelle génération? KB9, oui, ouais. Voilà, sans oublier Benzema, tout ça. Est-ce que c'est un message d'une ancienne génération qui part pour laisser la place à des jeunes? Parce qu'on a vu vraiment une pépite à la dernière Coupe du Monde, Upamecano, Konaté. Bon, vraiment, merci. Raphaël Varane avec l'équipe de France, c'est 93 sélections. Donc, il est le 13e joueur le plus capé. 62 victoires, une Coupe du Monde, donc celle de 2018, une Ligue des Nations en 2021. Henri Joël, vous voulez parler de tennis? Tennis avec la Coupe Davis, vous savez, c'est une compétition dont on ne parle pas beaucoup sur le continent africain, mais elle existe, elle est là, et il va falloir que la Côte d'Ivoire se qualifie pour le tour suivant. Ça passe par une victoire face au Maroc, ça sera en simple et en double, mais déjà la bonne nouvelle, c'est que nous avons une pépite aussi au niveau du tennis, qui est Eliakim Koulibaly. On rappelle qu'il s'entraîne en France, il évolue du côté de la France, il est d'ailleurs passé sur notre plateau ici. Il s'entraîne dans le même centre d'entraînement que Tsitsipas, que Serena à un moment. Donc, c'est un garçon qui a du potentiel, qui a un grand talent et accompagné des autres tennisman ivoiriens. On espère qu'ils vont pouvoir se qualifier dans ce duel-là face aux Marocains parce qu'on n'oublie pas que c'est vrai, en Afrique, ce n'est pas un sport qui est super développé, mais on trouve quand même quelques bons joueurs, non seulement au nord de l'Afrique, d'ailleurs, le Maroc en fait partie. Sans oublier peut-être la Tunisie aujourd'hui qui est peut-être la meilleure nation avec Jaziri et autres, et l'Afrique du Sud. Donc nous, c'est un gros test pour la Côte d'Ivoire dans ce duel-là face aux Marocains. Et si on passe sur tout, forcément, on va exister sur l'échiquier africain et pourquoi pas peut-être dans les années à venir donner l'envie à d'autres garçons d'embrasser, de pratiquer cette discipline afin de mieux la développer. Dago Charles, Yao Kwasi Alphonse Di Fonsigno revient, enfin, atterrit à Gagnoa. Il vient de signer avec la formation du fromager. Moi, je pense que c'est quand même des petits gâchis quand même du championnat ivoirien. Avec lui, on réalise effectivement qu'il est souvent difficile d'évoluer dans l'ombre d'une star à l'instar de son grand frère. Son grand frère. Gervinho. Parce qu'apparemment, c'est comme si son grand frère était vraiment celui-là qui fermait un peu, sinon couvait un peu son talent, alors qu'il avait de la place pour vraiment faire montre de ce talent. Il a la vitesse, il avait tout ce qu'il fallait pour être un très bon joueur. Et là, moi, je suis vraiment très déçu de la trajectoire de sa carrière, parce que vraiment j'ai cru en lui à un moment donné. Maintenant, il vient au Sporting. On parle de retraite maintenant, à mon sens, parce que c'est difficile souvent quand tu as été footballeur, quand tu as joué à l'Africa, à la SEC, quand tu viens au Stella, à Gagnoa et autres, c'est que c'est pour aller vers la retraite. C'est pour finir. Parce qu'en général, on commence comme ça, et on va à la SEC, et puis on va en Europe. Vous voyez, donc c'est ce qui me donne. Là, il revient de la Libye. Là, il vient de la Libye, il va au Sporting. Le Sporting, c'est vrai, même si c'est un club qui compte quand même dans le championnat ivoirien,
Mais pour moi, je trouve quand même que c'est un gâchis. D'accord. C'est un gâchis. C'est bien noté, c'est entendu. Ballot, Kylian Mbappé, qui s'est blessé. Oui, j'ai envie de parler de la malédiction du Paris Saint-Germain, parce qu'il faut dire que finalement, cette équipe du Paris Saint-Germain a véritablement, à la veille de grandes confrontations en Ligue des Champions, perd les joueurs importants. C'était le cas avec Neymar pendant plusieurs années. Là, c'est Kylian Mbappé, mais là, je pense que Mbappé fait les frais d'une Coupe du Monde trop longue. Il a été finaliste de la Coupe du Monde. C'est vrai qu'il a eu une petite séquence de vacances, mais pour moi, je pense qu'il est un peu émoussé par cette saison complètement folle, avec beaucoup de matchs joués. Donc, il en fait les frais physiquement, sans doute. Véritablement, c'est pas une bonne nouvelle pour Paris, alors qu'ils doivent affronter le Bayern de Munich, pour moi, qui est l'un des favoris de cette Ligue des Champions. Donc, ça serait intéressant aussi de voir comment est-ce que Messi et Neymar vont prendre finalement le flambeau, parce qu'il a tenu cette équipe-là durant le début de la saison, depuis le début de la saison. Donc, ça serait intéressant de voir aussi Messi et Neymar prendre les devants en l'absence de Kylian Mbappé. D'accord, vous faites bien de suivre la 3 et cette émission de sport, La Grande Team, votre quotidienne. Eh bien, le programme, c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Beaucoup de sujets à toucher ce soir. Et bien sûr, Marouane Fellaini impliqué dans une bagarre dans un restaurant à Bruxelles. Ça fait le buzz et on en parle. Voici l'élément qui précise beaucoup de choses. Marouane Fellaini est dans de beaux draps en ce moment. L'ancien sociétaire de Manchester United et l'ex-international belge a été arrêté il y a 2 jours car impliqué dans une scène de violence au restaurant-boîte avenue Émile Demeaux à Bruxelles et ont eu lieu vers 1h du matin. En effet, après avoir dîné avec son frère dans un restaurant voisin, l'ex-joueur d'Everton s'est brouillé avec 2 autres hommes. Une situation qui a entraîné une violente bagarre, obligeant la police à intervenir. Marouane Fellaini et son frère, de même que 2 autres personnes impliquées dans cette bagarre, ont été interpellées. Il reviendra aux autorités belges de recueillir les images de vidéosurveillance pour poursuivre l'enquête. Voilà donc notre sabuzz de ce numéro de La Grande Team. Dago Charles, il n'y a pas tellement longtemps, on parlait d'Harry Maguire qui était impliqué dans une bagarre pareille. Aujourd'hui, c'est Marouane Fellaini. Qu'est-ce qui peut expliquer, selon vous, ce genre de comportement de la part des sportifs ? Écoutez, ce ne sont pas seulement les sportifs qui se bagarrent. C'est vrai que oui, mais dans ce cas-là... Très souvent. Certains journalistes se sont bagarrés au sorti. Ah oui. Voilà, des politiques, tout ça. On a vu des politiciens se bagarrer à l'Assemblée nationale. Oui. Voilà, je vous le concède, j'ai posé vraiment la question à dessein. Merci. Allez, vraiment tout Merci. Non, pour être plus sérieux, on a ce problème-là. Les sportifs de haut niveau ont généralement ce problème-là. Il est difficile de se contenir à un moment donné parce qu'il suffit que quelqu'un te dise au sortir d'un restaurant, tu te prends pour qui? Parce que tu penses que tu es Fellaini, tu peux te permettre tout. En général, au sortir des restaurants et des endroits de ce type-là, certains lancent ces petits pics-là aux athlètes de haut niveau et tout de suite, le sang tourne. Et puis, bon, là, il était avec son jeune frère. Ouais. On ne sait pas réellement ce qui s'est passé, mais quand on imagine Fellaini avec les 2 autres, vu que lui, il est athlète de haut niveau, il est entraîné physiquement, au niveau de l'endurance, son coup de poing sera beaucoup plus puissant que les autres. Vous allez voir qu'à la fin, il sera inculpé. Ça, c'est l'une des premières remarques. La deuxième, en Europe en général, les athlètes sont des exemples pour la société. Donc, on ne souhaite même pas avoir un athlète de haut niveau dans une quelconque bagarre, même quand il a raison. On considère que lui, il doit pouvoir faire les efforts sur lui pour ne pas être mêlé à une bagarre, parce que c'est un exemple pour les plus jeunes. Et donc, généralement, la police, la justice profitent de l'occasion pour sévir et donner l'exemple. Voilà un peu. Mais sinon, chez nous ici, bon, nous, on se bagarre et puis après, bon, ça passe. Mais en Europe, ça ne passe pas. Et c'est vraiment dommage pour lui. Henri Joël Bois, la police est saisie donc de l'affaire. C'est vrai qu'on n'a pas vu les images dans la vidéo parce que la vidéo, bien sûr, est en train d'être utilisée pour les besoins de l'enquête. Ce sont des images, des vidéos de surveillance qui seront utilisées pour vraiment aller au bout de cette affaire. Bien sûr, l'enquête se poursuit en ce moment. Donc, je pense que c'est cela que la police, pour l'instant, n'a pas encore divulgué cette vidéo-là qui, véritablement, va situer un peu les responsabilités. Maintenant, est-ce que la vidéo, elle seule, peut situer qui ou quel groupe a
a raison ou tort dans cette bagarre, on ne sait pas. Mais peut-être ça va amener la police à savoir qui des deux a commencé peut-être... Non, la vidéosurveillance pourrait contredire des dépositions. Parce que les dépositions ont été faites. Maintenant, on attend la vidéosurveillance pour confirmer les propos des différents intervenants. J'ai lu quelque part que l'une des personnes impliquées dans la bagarre souffrait d'une incapacité de travail de 2 jours. Donc ça veut dire que ça a été violent. À partir de ce moment, bon, on va regarder la vidéo qui va confirmer les dits des uns des autres. Ou infirmer les dits des uns des autres. Mais vraiment, c'est un peu dommage de voir un tel champion dans une telle scène quand même. Oui, c'est un peu dommage, mais je pense qu'il y a eu déjà des précédents. Hein. Le grand Steven Gerrard, lui aussi, a été pris dans une bagarre dans un pub il y a de cela quelques années. Il y avait aussi un grand bagarreur du nom de Joey Barton, dont on se souvient tous, le joueur de Newcastle. Donc, je pense que ça peut arriver. Je pense que Eric Cantona était très sanguin sur la pelouse. Lui, il allait... Bon, Messi, je pense qu'il se limitait à des injures verbales. Bon, il n'en arrivait pas au point. Maintenant... Il faut dire que je pense que c'est vrai, ils sont humains, on oublie que ce sont aussi des humains qui peuvent avoir leur colère, ils peuvent être amenés à céder à la provocation, mais effectivement, des athlètes de haut niveau doivent aller au-delà. Je pense que cette année, il y a eu un président de fédération qui s'est même battu avec un YouTuber. Donc, c'est dire que ça arrive à tout le monde. Donc, on doit en appeler quand même à la sérénité, au calme face à certaines situations de provocation. Quels sont les risques encourus justement par Marouane si jamais... La vidéo? Oui. Ah ouais, et ce qui est dommage au niveau de la police, on ne va pas tenir compte des différents propos des uns des autres parce que les gens considèrent, en général, les policiers considèrent que si quelqu'un t'a injurié, il t'a insulté, toi aussi, tu dois l'insulter. Tu ne dois pas lui porter le coup. Donc, si au travers de la vidéo, on réalise que c'est Marouane qui a donné le coup, alors là, il serait inculpé. Ça, tout de suite. Et donc, il est toujours conseillé aux uns aux autres de ne pas donner être le premier à donner le coup. Si ce sont les propos, allez-y, insultez-vous, puis ça s'arrête là. D'accord. Roger, sur les sanctions, si jamais, bien sûr, sa responsabilité est engagée. La plupart des articles que j'ai lus n'ont vraiment pas donné de pistes. Donc, j'avoue que je ne sais pas vraiment. Est-ce que sanction serait inculpé, condamné, sanction pécuniaire, etc., etc. Je ne sais pas vraiment. Mais c'est un peu dommage, hein, parce que lui, il est un peu en fin de carrière. Je crois qu'il évolue en Chine. Il évolue en Chine maintenant, afin d'avoir les beaux jours du football au niveau de la Belgique. Et ensuite, en Angleterre, l'équipe des Diables Rouges, hein, moi, il a été l'un des formidables joueurs. Hein. Il fait partie un peu de cette génération dorée de l'équipe de la Belgique, avec les Vincent Kompany, les Eden Hazard et autres. Bon, c'est un peu dommage d'être sur la fin et puis de se retrouver dans un tel scénario. Mais c'est ça aussi la vie des grands athlètes, c'est ça aussi la vie des grands sportifs. On ne leur pardonne pas toujours des petites erreurs qu'on pourrait pardonner à tout le monde. Quand Zinedine Zidane place le coup de tête sur Materazzi à la finale de la Coupe du Monde en 2006, on dit non, pourquoi lui, pourquoi Zidane? Il n'a pas le droit de faire ça. Maintenant, je pense que c'est des gens qui sont préparés durant de nombreuses années à accepter l'adversité, à être dans l'opposition au règlement et puis apprendre à se maîtriser. Ils l'ont fait sur le terrain de football, ils sont venus le faire en dehors. Bon, maintenant, on va attendre la suite des événements avec la suite de l'enquête. Mais je dis encore, c'est vraiment dommage de voir des exemples être mêlés à de telles situations. Il faut peut-être s'évertuer à l'avenir, à être des exemples à tout point de vue. C'est bien noté et c'est ce qu'on pouvait dire concernant notre sujet de sa buzz de ce soir. Allez, avant de revenir en Côte d'Ivoire pour parler bien sûr de notre question LGT, quelles sont vos propositions pour développer le championnat national? Eh bien, on va prendre la direction de l'Algérie où a lieu le CHAN via Algérie 2022 au quotidien. Les dernières infos concernant Algérie 2022 dans la Gazette du CHAN. Patrice Motsepe encense l'Algérie. C'est déjà l'heure du bilan, à quelques heures de la finale du CHAN entre Lyon et Fenech locaux. En tout cas, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, n'a pas manqué d'afficher sa satisfaction pour l'organisation de cette compétition qu'il qualifie de grand succès. Je dis avec assurance que le CHAN en Algérie est le meilleur de tous les temps. Dans l'histoire du CHAN en Afrique, c'est vraiment la meilleure édition, a-t-il déclaré. Kouyaté et le Sénégal veulent tout donner.
L'heure est à la concentration du côté du Sénégal qui sera face à l'Algérie samedi pour la finale de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations. Le milieu de terrain Mokhtar ne dit pas le contraire, lui qui soutient que ses coéquipiers donneront tout pour sortir vainqueur de cette ultime confrontation du CHAN 2022. On a vu une belle équipe d'Algérie, mais on va bien préparer cette finale pour espérer la remporter, a-t-il prévenu. Voilà, c'est tout pour la Gazette du CHAN. Derrière, Motsepe, on n'a pas encore joué la finale, mais il a l'air satisfait de cette édition du CHAN, Dago Charles. C'est une façon indirecte de nous dire qui va donner la CAN 2025. La CAN 2025 à l'Algérie. Non, mais moi, j'aurais mal. Si c'est ici, il le fait, j'aurais mal, je ne serais pas content. Pourquoi? Oui, avec cet épisode de Maroc-Algérie, figurez-vous que le Maroc se qualifie aussi pour cette Coupe d'Afrique. La question n'a pas encore été réglée. En Afrique, on n'arrive pas à anticiper sur certains problèmes. Et donc, pour moi, quand je l'entends parler comme ça, je me dis tout de suite, ça, c'est pour donner cette Coupe d'Afrique-là à l'Algérie. Et demain, qu'est-ce qui va se passer avec cette même équipe du Maroc, qui fait partie des meilleures équipes aujourd'hui africaines, voilà, sur le continent et sur le plan mondial? Qu'est-ce qui va se passer alors que la question n'a pas été réglée? Et donc, pour moi, il serait intéressant, le temps de régler cette question-là, qu'on donne la Coupe d'Afrique à une autre nation. Ballot? Oui, je pense que c'est pas surprenant parce que les équipes ou les pays du Nord ont déjà des infrastructures déjà existantes pour organiser des compétitions d'ampleur. Et là, pour une fois, je ne voudrais pas indexer les pays du Nord, mais pour une fois, je pense que la population, l'engouement populaire était acceptable parce que lors des précédentes éditions, lors des précédentes grandes compétitions, on avait l'impression que c'est lorsque soit le Maroc ou la Tunisie jouent pour que les tribunes soient remplies. Alors que cette fois-ci, je pense que sur certains matchs, il y a eu quand même, sur beaucoup de matchs, il y a eu un engouement populaire assez acceptable, assez réussi. Donc, c'est la raison pour laquelle... partout. Tout à fait. Donc, il y a deux indicateurs pour juger la réussite d'un tournoi. C'est l'engouement populaire et la bonne organisation, le bon déplacement des supporters, les conditions dans lesquelles les équipes ont évolué. Donc, je pense que sur ces critères-là, l'Algérie a coché les cases et c'est normal que... Roger, non, moi, je suis d'accord avec le président Motsepe. Oui, pour l'instant, l'Algérie fait une très très bonne campagne d'abord d'un point de vue sportif, ensuite d'un point de vue organisation, d'un point de vue mobilisation. Je dis les ingrédients sont réunis pour être satisfaits de cette compétition. C'est vrai que pendant longtemps, les pays du Nord ont un peu boudé cette compétition. L'Algérie, le Maroc sont arrivés un peu plus tard, l'Égypte n'est même pas encore venue. On va saluer la Libye qui vient régulièrement. Donc là maintenant, ils s'y sont mis et donc ça se passe très très bien. Je pense que la compétition est belle, il y a de la couleur, il y a de la chaleur, il y a du beau football. On est tous contents. Maintenant, le problème que pose Dago Charles est un problème réel parce que 2025, c'est la Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est le tournoi avec les A. Si le Maroc est qualifié, comment on va résoudre l'affaire Maroc-Algérie, rupture de relations diplomatiques, etc., encore sur ça. Mais pour l'heure, on peut savourer la parfaite réussite de cette compétition. Mais en filigrane, à la vérité, c'est que quand Motsepe fait ça, il prépare le terrain effectivement pour donner la CAN 2025 à l'équipe de l'Algérie. Maintenant, quand on est passé à 24 pays, il faut au moins 6 bons stades pour pouvoir organiser la CAN. À la vérité, il n'y a pas beaucoup de pays sur le continent qui peuvent organiser la compétition en l'état actuel. C'est pour ça que certains ont proposé qu'il y ait des doubles organisations, des co-organisations, etc. Mais c'est vrai que ça a déjà eu lieu aussi. Oui, mais ça a déjà eu lieu. Mais là, l'Algérie semble prête. Tout est là, on y est. Bon, bravo à eux. Mais je pense que politiquement, il est en train de nous dire que c'est eux qui vont organiser la CAN 2025. Maintenant, le cas Maroc... Ça, c'est un autre débat. Et on observe. Comme quoi, ne soyez pas étonnés si on donne l'organisation de la CAN 2025 à l'Algérie. Allez, c'est vrai qu'il reste 2 matchs. Allez, le match de classement, donc la petite finale qui opposera donc Niger-Madagascar dès demain. Voilà, on vous propose cette affiche-là en direct, ainsi que l'apothéose. La finale, le samedi 4 février 2023, à partir de 19h30, Algérie-Sénégal. Mais derrière, sur le bilan et les propos de Patrice Motsepe... Alors, l'idée était déjà là, côté algérien, pour essayer de faire un lobbying par rapport à cette CAN de 2025. Donc, en utilisant le CHAN, l'organisation du CHAN, c'était déjà pour faire entrer sa candidature au niveau de la CAN 2025. Donc, les Algériens, vous savez, même si le Maroc venait à cette compétition, peut-être les Marocains allaient être les mieux lotis
parce qu'ils avaient envie de donner quand même une très bonne image du pays aux autres nations de l'Afrique. Malheureusement, l'histoire n'a pas été réglée, le Maroc n'est pas venu, mais l'Algérie quand même a tenu, a bien organisé sa compétition, et Balo l'a signifié. Les stades, lors de la première journée, quand même, on avait vu quand même des stades vides. Je pense qu'après, le message est passé pour que les Algériens sortent et surtout encouragent toutes les nations qui se sont produites au niveau de cette compétition. Donc, au niveau de l'engouement, quand même, il y a eu du succès. Sportivement, ça s'est très bien passé parce que c'était un peu timide au début, mais après, la compétition a été très bien lancée et on a vu un très bon spectacle. Maintenant, nous sommes, comme vous l'avez dit, à 2 matchs de la fin. Forcément, on peut déjà même commencer à établir un bilan, et c'est ce qu'il fait, le président Motsepe. Normalement, après chaque compétition, l'institution qui organise doit faire un bilan. Donc, si lui, il anticipe, c'est que derrière, ça va suivre. Et surtout, avec beaucoup de détails, on saura dans quelques jours ce qui a fonctionné réellement du côté de l'Algérie et ce qui n'a pas fonctionné. Maintenant, peut-être les Algériens vont s'appuyer sur ce qui n'a pas fonctionné pour essayer de parfaire dans le cas où ils obtiennent l'organisation de la CAN en 2025. Maintenant, est-ce que en obtenant, si c'est le cas, en obtenant la CAN en 2025, le Maroc ne viendrait pas? Ça sera maintenant un autre débat qu'il va falloir régler. Mais je pense qu'à ce niveau-là, parce que avant même ces compétitions, il y a eu la coupe arabe, où les 2 pays, quand même, chacun s'est rendu chez l'autre pour disputer des matchs. Il y a eu même la coupe, il me semble, une compétition des jeunes, où le Maroc s'est rendu en Algérie. Donc maintenant, est-ce que ce problème-là va perdurer entre ces deux nations pour ne peut-être voir le Maroc à la CAN 2025? Est-ce que le Maroc va prendre le risque, même s'ils sont qualifiés, de ne pas venir en Algérie, si c'est l'Algérie qui prend l'organisation de la CAN? Ça, ce sont des interrogations qu'on aura les réponses dans les années à venir, mais pour l'instant... Mais d'ailleurs, on n'a pas encore la décision de la CAF par rapport au Maroc. Normalement, c'est... Est-ce que le Maroc est sanctionné ou pas? On n'a pas encore de décision, donc on ne sait pas encore à quoi ça ressemble exactement. Est-ce qu'il y a une circonstance atténuante pour les Marocains par rapport donc, à l'affaire politique? La CAF n'a encore rien dit. Donc la décision de la CAF maintenant sur ce dossier pourrait peut-être nous donner une piste par rapport à l'éventuelle organisation de la CAN 2025 et de la position du Maroc. Donc oui, on va attendre de voir, mais j'avoue que je suis un peu surpris que depuis, la CAF ne s'est pas encore prononcée en termes de décision sur l'affaire Maroc-Algérie. D'accord, donc c'est une affaire à suivre de près et pour ne rien rater, restez tout simplement sur la 3, la chaîne qui offre toujours 3 fois plus. Dans la Gazette du Chan, on vous a proposé bien sûr une réaction de Kouyaté, le milieu de terrain sénégalais, qui parlait bien sûr de l'état d'esprit de cette sélection, tout simplement dans le fait du jour. On reviendra sur le parcours des Sénégalais et naturellement on va évoquer la déclaration de ce joueur-là pour tout simplement essayer de rendre tout ça clair. On va à présent aborder les chiffres du jour. Et voilà, on va commencer par le chiffre 21. Comme le nombre total de victoires en 27 matchs au CHAN 2022. Après les demi-finales, on note 6 matchs nuls. L'Algérie arrive en tête avec 5 victoires en 5 rencontres. 40. Comme le nombre de buteurs différents à ce jour au CHAN 2022 pour un total de 54 buts marqués. Notre dernier chiffre, 4. Comme le nombre d'autogols depuis le début du CHAN 2022, c'est le total le plus élevé de l'histoire de la compétition. Dago Charles, dans votre parcours, est-ce que vous avez déjà inscrit un CSC, un but contre son camp? Oui. C'était où? Oui, c'était au stade Félix Houphouët-Boigny en demi-finale de la Coupe nationale en 1994. C'était même pas un match amical? Non, on avait battu la SEC 3-1 et sur un corner tiré par Gal qui reçoit au premier poteau, j'avais marqué contre mon camp. Oula. Voilà, contre le stade d'Abidjan. Heureusement oui, heureusement. Non, heureusement, on les a battus 3-1. Voilà. Non, ça a été vite. Non, mais à cette période, on était vraiment au-dessus de cette équipe-là. Puis voilà, tranquillement, on allait en finale.
Alors, le nombre de victoires montre-t-il que dans ce CHAN, les équipes jouent forcément pour gagner? Il n'y a pas eu de place à la gestion, Roger? Mais sur la première journée, il n'y avait pas beaucoup de buts. Hein. Sur la première journée, dans les différentes poules, il n'y avait pas beaucoup de buts. On était qu'à 21 buts non, sur la première journée. La première journée des phases de poule, on n'avait pas beaucoup de buts. 1-0, et puis des matchs nuls. Et puis après, ça s'est débridé. Oui, mais oui, vous savez que le football africain, a ceci de particulier, c'est qu'il est très généreux. On ne joue pas fermé, on va vers l'avant. Les systèmes tactiques, c'est pas trop le fort des footballeurs africains. Il y a de l'enthousiasme, il y a de la volonté, il y a de l'engagement, les jeux sont verts, les équipes ont sensiblement le même niveau. Donc oui, c'est allé très très vite. Et puis après, vous avez vu qu'on avait des poules à 3. Quand on a un poule à 3, là, tout de suite, il faut gagner. Il y a la gestion, il faut gagner, il faut mettre des buts, etc. Donc tout ça a fait que, bon, on a vu beaucoup de victoires. C'est assez rare quand même. Je pense 6 matchs, en 27 matchs. Oui, c'est assez rare. Ça montre que, bon, oui, il y avait du jeu, il y avait du football, il y avait un très bon niveau. Il y avait un nivellement aussi des valeurs. Ouais. C'était très intéressant. C'est ça qui explique ça. Henri Jo? Oui, nous ne sommes plus dans les compétitions où certaines équipes prenaient 3-4 buts en phase finale. C'est terminé tout ça. Vous savez, avant... Bon, allez, on va saluer le Niger. En demi-finale. Merci. Ça, c'est un cas spécifique. C'est un cas assez... Non, mais de quoi vous parlez? 5-0. Allez, on répond à sa question. C'est tout. Allez, Ballot, il va terminer, vous allez poursuivre. Non, mais justement. Avant, on se retrouverait à 2, 3, 4 scores de ce genre-là, dans une phase finale. On pouvait non, pas en Coupe d'Afrique. Ou, par exemple, vous avez des équipes comme la Mauritanie qui, aujourd'hui, ne peut plus prendre ce nombre de buts comme dans le passé. Voilà. La Mauritanie n'avait pas joué de Coupe d'Afrique non plus. Non, mais justement, c'est cela que je dis. Il y a certains pays quand même qui ont travaillé et qui sont arrivés à un certain niveau qui ne sont plus faibles comme dans le passé. Okay. Donc, les scores-là, on n'en prend plus assez. Sauf que, merci. D'accord. Sauf que le Niger est passé par là et a pris l'eau face à l'Algérie. Maintenant, ça montre aussi que ça travaille. Ça travaille sur le continent africain. Aujourd'hui, chaque nation essaie de développer son football. Et ce qui est intéressant dans ce que Roger Stéphane a dit, c'est que au niveau tactique, nous ne sommes pas véritablement au niveau des Européens. Même si on a progressé. On a progressé, mais on n'est pas au niveau des Européens. Donc vous allez voir qu'un match peut se débrider et tout de suite, voilà, ça va dans tous les sens. D'où ce que nous avons... oui, Dago Charles Ballot, je ne vous oublie pas. Voilà, je voulais juste dire que ce n'est pas parce qu'au niveau tactique, on n'est pas au niveau des Européens. Non, c'est la même école. Il n'y a pas de football. Le football est universel, c'est le même football. Sauf que chez nous, ici, la façon de considérer le football, de voir le football, n'est pas cette même perception-là que les Européens ont. Nous, ici, c'est l'honneur. Nous jouons pour l'honneur. Donc, notre histoire aussi... Voilà, nous jouons pour l'honneur, nous jouons pour la fête. C'est la fête, c'est l'honneur, c'est les retrouvailles. Il y a ces ingrédients que nous mettons dans le football en Afrique. C'est juste. Ce qui n'est pas le cas... Non, c'est juste. Mais quand même, on n'a pas le même niveau tactique. On n'a pas le même niveau tactique avec les Européens. C'est vrai qu'on a une façon très joyeuse d'aborder le football avec un esprit festif, mais on n'a pas le même niveau tactique que les Européens. Oui, mais moi je pense que... C'est impossible, mon cher. On va écouter Ballot. C'est vrai, on n'a pas le même niveau à cause des outils qui sont mis autour au niveau des Européens. Au niveau des Européens, il y a une lecture tactique qui est faite de l'adversaire, ce qui n'est pas forcément le cas des Africains. Mais intrinsèquement, moi, je dois dire qu'on a progressé. Avant, c'était rare de voir des équipes africaines capables d'avoir un bloc solide, bien discipliné. Je pense qu'à ce niveau-là, avec nos faibles moyens, avec des équipes qui n'ont pas des analystes vidéo, qui n'ont pas tout un staff pour avoir une lecture potable, une lecture tactique potable, on a progressé un tout petit peu. Alors, sur le nombre, sur la diversité de buteurs, Dago Charles, est-ce qu'on ne peut pas comment greffer ça un tout petit peu à la qualité technique ou encore au niveau de nos joueurs? Parce que tout de même, on a 40 buteurs différents. Bon, moi je dirais que c'est la question du nivellement. Parce qu'en général, dans une équipe, il y a toujours un monsieur plus qui tire l'équipe vers le haut. Et il faut le connaître, dans ce CHAN-là, on n'en a pas vu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quand tu prends l'équipe du Sénégal, celui à qui on a pensé, c'est Lamine, le milieu de terrain. Bon, il a essayé de donner ce qu'il pouvait donner. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on n'a même pas vu un gars qui a pu tirer ce groupe. Même au niveau de l'Algérie, c'est Messiane qu'on a essayé de voir, mais sur les côtés. Donc, c'est ce qui explique un peu cela. Maintenant, quand tu prends le buteur malgache,
qui marque les 3 buts, je crois. Koloana. Au-delà de ces 3 buts, on ne l'a pas vu tirer tout le groupe lui seul. Donc pour moi, ça s'explique par le niveau des championnats africains. Parce que ce sont ces championnats africains qui traduisent un peu ce qu'on a vu au niveau du Tchad. D'accord. L'autre élément d'explication, c'est que il n'y a plus de tueurs dans les équipes maintenant comme par le passé. Avant, dans les équipes africaines, il y avait un très grand buteur qui était le patron sur le front de l'attaque. C'est lui qui faisait tout le travail, qui marquait tous les buts. Aboulaye Traoré avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Je peux citer encore Jules Bokandi avec le Sénégal, etc., etc. Maintenant, il n'y en a plus. Ce qu'on prend dans le championnat local aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de bons buteurs. Et sur cette compétition, les meilleurs buteurs sont à 3 ou 4 buts. Marius, 5 buts. 5 buts l'attaquant algérien. Mais il n'y a pas un vrai maître qui cristallise tout le jeu de l'équipe à lui tout seul. Donc, il y a beaucoup d'ouverture. Un milieu est capable de marquer, un autre défenseur est capable de marquer, un ailier est capable de marquer. Donc, on a beaucoup de buteurs dans une équipe parce que les tueurs d'avant, les grands buteurs d'avant, on les a plus. Il n'y a plus Roger Mila, etc., etc. Donc, c'est ce qui explique ça. C'est qu'on a rétréci un peu le champ de l'unique tueur qui était là par le passé. Là, maintenant, il y a beaucoup plus d'opportunités. Mais en même temps, ce n'est pas une mauvaise chose en soi de savoir que dans une équipe, il y a plus d'opportunités. On prend les éléphants de Côte d'Ivoire. Sangaré, il marque un but. Alain peut en marquer, etc., etc. Mais ça, c'est très bien. Le danger vient de partout. Seko Fofana peut en marquer. Le danger vient de partout. Ça aussi, c'est intéressant. C'est peut-être ça qui peut expliquer qu'il y ait autant de buteurs dans toutes les équipes en ce qui concerne cette compétition. D'accord, merci beaucoup Roger Stéphane. Vous le savez, on a mis le pied dans le plat concernant le CHAN et vous savez que la compétition se poursuit sur la 3. L'apothéose, c'est ce samedi-là. Vous aurez donc une grande finale que nous allons vous proposer. Oui, à partir de 19h30, vous aurez le pays organisateur, l'Algérie, qui sera face au Sénégal. Mais avant, le vendredi, à partir de 19h, Niger-Madagascar pour arracher cette 3e place. On va marquer une courte pause. Mais je rappelle, la question LGT, avant de partir pour cette pause, quelles sont vos propositions pour développer le championnat national de canot? Plus 225 27 21 et 59 93 99 si vous souhaitez avoir la ligne directement. Si vous souhaitez nous laisser un petit commentaire, eh bien ça se passe sur la page Facebook de la 3. Allez, on se reparle tout de suite. Algérie, terre d'accueil. Débuté le 13 janvier 2023, le championnat d'Afrique des Nations Algérie 2022 est sur le point de connaître son apothéose. Oh, ça me plaît, là, le petit saut. Centre, et la tête derrière le but. Et je l'ai dit. Le but. Ici au stade Baraki. Je l'ai dit. Quelle réalisation. C'est bien joué. Ce ballon bien déposé sur la tête. Mais avant la grande finale, place à la petite avec une affiche inédite. C'est frappé, c'est enroulé. Et c'est le but. C'est l'ouverture du score par Ousseni. Niger, Madagascar. Qui sera classé 3e de ce CHAN? Quel but magnifique. Ballon enroulé. Quel éclair. Un choc à suivre en direct et en exclusivité ce vendredi 3 février à 19h. Prise d'antenne, 18h. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Le corner derrière, il a contré le ballon dans la surface et le but. Ouverture du score. Ici au stade Nelson Mandela. Ici au stade, c'est une belle ambiance finalement. Vainqueur de tous ces matchs, l'Algérie, emmenée par l'excellent Aymen Mayous, veut inscrire son nom au palmarès du CHAN. Aymen Mayous. Tout à fait, Et Mayous. à l'appui, le deuxième duel, l'Algérien qui remporte ce deuxième duel. Tout à fait, Mayous qui a été le plus rapide, le joueur du ASM. Mais pour y arriver, il faudra infliger au Sénégal du tacticien Patio sa 2e défaite du tournoi. Le but sénégalais. L'ouverture du score des Lions du Lac-Guéraga. Qui sortira vainqueur de ce duel inédit entre Fennec et Gaïndé. Finale de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations, Algérie-Sénégal, à suivre en direct et en exclusivité ce samedi 4 février 2023 à 19h30. Prise d'antenne, 18h30. Les 3, nous offrons 3 fois plus de sport.
Une journée avec Tonton Pal. Salut, ici c'est Tonton Pal, artiste malien. Je suis ici à Babi en Côte d'Ivoire. 2 passages en Côte d'Ivoire. La star de la chanson malienne a rencontré ses fans. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Il me plaît bien, il chante bien. Vraiment, c'est un gars posé, il me plaît trop. Une journée avec Tonton Pal à voir ce dimanche 5 février 2023 à 17h30 sur la 3. Nous vous invitons à rester sur la 3 pour ne rien rater de ces instants inédits. Donc suivez-nous à Tegringri, on est ensemble. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. La question de la compétitivité du championnat national revient de façon récurrente chaque fois qu'un club ou une sélection réalise une contre-performance dans une compétition internationale. C'est une fois de plus le cas après le CHAN 2022. On en parle ce soir dans Éléphant Express. La sélection ivoirienne a été éliminée en quart de finale du CHAN 2022. Et comme il est de coutume depuis maintenant quelques années au sein de l'opinion publique locale, le championnat national est pointé du doigt. Sa faiblesse serait à l'origine des contre-performances du football ivoirien sur la scène internationale. Après le parcours des éléphants en Algérie, la question revient sur la table. Toutefois, au-delà de ce constat, que faut-il faire pour développer le championnat national? La Ligue 1 est organisée depuis 2007 par la Ligue professionnelle de football, dont la gestion est placée sous la tutelle administrative et financière de la Fédération ivoirienne de football FIF. Depuis cette date, elle a connu 6 champions différents, à savoir l'ASEC Mimosa, l'Africa Sport, le CW Sport de San Pedro, la Estanda, la SOA et le Racing Club d'Abidjan. Une subvention passant de 38 à 50 millions a été renversée à chaque club. En 2016, le comité exécutif de la FIF, présidé par feu Augustin Sidi Diallo, a fait entrer la Ligue 1 dans l'ère des droits télé avec une cagnotte élevée à 70 millions par club. La médiatisation au-delà des frontières ivoiriennes est ainsi assurée. En 2022, sous la présidence de Yacine Idriss Diallo, non seulement le nombre de participants a été porté de 14 à 16, mais aussi les droits télé sont passés à 100 millions par club. Un salaire minimum garanti de 160 000 francs a été également institué. En dépit de tous ces efforts, la Côte d'Ivoire est sortie du top 12 du ranking CAF en raison des mauvaises performances des clubs en coupes africaines. Puis, la sélection locale n'a terminé au mieux qu'à une 3e place en 5 participations au CHAN, se faisant éliminer au passage pour les éditions 2014 et 2020. Que faut-il faire alors pour développer davantage la Ligue 1 afin de rendre plus compétitifs les clubs ivoiriens et les éléphants locaux dans les compétitions internationales? Comme chaque soir, vous êtes invités à participer à cette émission en nous appelant grâce à un numéro de téléphone plus 225 27 21 59 93 99. Vous avez aussi la possibilité de nous laisser un message sur la page Facebook de la 3 comme Malouin Franck Aristide Natia et je lirai son commentaire dans les prochaines minutes. La question LGT de ce soir, quelles sont vos propositions pour développer le championnat national? Le téléphone est ouvert. Ici en plateau, je vous demande humblement d'utiliser vos ardoises. Et la question que je vous emmène, le championnat national de Côte d'Ivoire est-il d'un faible niveau? Ardoise, la question LGT, je vais vous l'emmener, mais un peu plus tard. On va essayer d'abord de répondre à cette question. J'ai envie de changer mon oui en main, parce que tout le monde a oui là. Allez, il y a un 100% oui le conseil, il est clair. sur ce plateau et je pense que le constat, il est clair. Et chez vous à la maison, je pense, voilà, j'imagine que vous êtes d'avis. Si c'est le contraire aussi, hein, vous pouvez nous appeler pour faire des propositions. Enfin, voilà notre question LGT. Quelles sont vos propositions pour développer le championnat national? Alors, la question est posée, messieurs Ballot. Oui, parce que déjà, on juge la qualité d'un championnat sur quoi? Sur déjà la qualité des joueurs. Est-ce que les meilleurs joueurs ivoiriens sont dans cette ligue? La réponse est non, parce qu'il faut dire qu'on enregistre
l'exode de nos meilleurs joueurs en ce qui concerne le championnat ivoirien vers l'Europe à cause de conditions de vie qui ne sont pas très réluisantes. Ça, c'est un premier niveau. Et le second, c'est l'état des clubs. Est-ce qu'on peut estimer qu'il y a un équilibre des forces en présence dans ce championnat de Ligue 1? Je vais dire que non. Clairement, en termes de structuration, en termes d'organisation, en termes de palmarès, la SEC Mimosa surclasse le championnat ivoirien. Même si j'aimerais nuancer un peu mes propos à ce niveau pour dire que sur les dernières années, quand même, il faut dire qu'il y a un fossé qui s'est réduit entre la SEC Mimosa et certains autres clubs. Mais n'empêche que la SEC surclasse clairement ce championnat de très loin sur plusieurs critères. Donc, partons du fait que nos meilleurs joueurs vont vers d'autres championnats et qu'il n'y a pas d'équilibre des forces en termes de poids des clubs, okay. Là, je peux estimer que notre championnat n'a pas tellement de niveau, sans compter les contours organisationnels du championnat qui laissent à désirer. D'accord. Dago Charles, c'est oui également pour vous. Ça se voit depuis, dans l'élément qui est passé depuis 2007, le championnat ivoirien est dit professionnel, et depuis 2007, plus rien. Au plan, voilà. La seule façon d'apprécier le niveau d'un championnat, c'est les prestations des clubs de ce championnat au plan continental. Ouais. Et au plan continental, on est absent. On est passé de 4 représentants à 2 représentants. Encore faut-il encore prier pour qu'un seul même puisse rester en ligne, très souvent. Bon, quand les petites nations qui commencent à jouer au football éliminent les champions de Côte d'Ivoire, FC Niadibou élimine le SOA champion de Côte d'Ivoire, bon, tu te dis que ça ne va plus. Voilà, donc, je veux dire, il n'y a pas photo. Le niveau du championnat est très, 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 très bas. Il n'est pas bon. Le président de la fédération lui-même l'a signifié hier sur vos antennes dans son interview, où il a dit que notre rang reflète le niveau du championnat. Moi, mais je pense même que ça, c'est même flatteur. C'est même flatteur parce qu'on arrive en quart de finale. Ah, on n'est pas mis les 8 meilleurs. Voilà. C'est comme si on dirait qu'on n'est pas mis les 8 meilleurs, mais quand tu prends les grands clubs, les 20 ou 30 grands clubs, on n'a qu'un seul club qui flotte dedans. Ça veut dire que tout ça... Mais c'est ce club-là. Pour paraphraser un peu Charles Diomandé, c'est l'arbre qui cache la forêt. On ne peut pas continuer comme ça. D'accord, Henri Joël. Ah, ils ont presque tout dit. Hein. Ouais, ils ont presque tout dit. Mais ce qui est, vous savez, on a de très bons joueurs dans notre championnat. On a de très bons joueurs. Seulement, peut-être, au niveau de l'organisation, ça ne suit pas. Parce que chaque année, on peut compter minimum 30 joueurs qui quittent notre championnat. Ça, c'est ceux qui sont fichés et ceux qu'on arrive à peut-être à mettre un nom ou peut-être arrive à cocher, voilà, qui sortent du championnat, qui sortent de notre championnat. Soit ils vont en Guinée, au Mali, en Tanzanie, en Éthiopie. Là encore, c'est pas très loin. Bon, enfin. Oh. Avant, ce sont ces pays-là. Nous, quand on était très jeunes, quand on écoutait, soit à la radio ou on avait la chance souvent de voir les matchs à la télé, on avait des étrangers qui venaient et qui venaient jouer pour nos clubs. Mais aujourd'hui, on a nos joueurs qui vont, mais pas aussi dans des championnats aussi réluisants. Donc ça montre que déjà même notre championnat n'est pas de qualité. Et ils sont donc le niveau est faible. D'accord. Roger, avant votre réaction, on va faire un tour à Séguéla pour retrouver M. Sanogo Ibrahim. Bonsoir M. Sanogo. Bonsoir monsieur. Comment allez-vous M. Sanogo? Je vais bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Quelles sont vos propositions pour développer le championnat national, M. Sanogo? Ma proposition est qu'il faut mettre les moyens conséquents pour qu'il y ait un championnat de bon niveau. Qui doit mettre les moyens? Oui, parce que quand j'entends parler du championnat de la Tanzanie, Soudan, Angola, au Maroc, c'est écœurant que les joueurs sont misérablement payés. C'est-à-dire, à l'époque, M. Senzou, mettre mon nom, mettre Massime Egra dans l'eau, c'était les manias qui mettaient l'argent là, l'argent à disposition de leurs joueurs. Donc il faut mettre les moyens. Mais qui doit mettre les moyens, M. Sanogo? Oui. Qui doit mettre les moyens? Les présidents de club, la FIF, c'est... Oui, mais quand je prends les encore M. Senzou, de bloquer des millions pour aller chercher les joueurs comme Prima Camara, les Rachidi Ekidi, les Thompson Olia. Mais c'était pour mettre l'Afrique à un certain niveau. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
D'accord, donc ce sont les présidents de club, si je comprends bien ce que vous dites. D'accord, merci beaucoup, voilà. M. Sango. Oui, mais le président du club, ça dit qu'il faut avoir la politique de ses moyens. Parce qu'il faut aller chercher les moyens. Il faut organiser le sportif avec des arguments valables. Mais ce n'est pas ça. Bon, merci beaucoup, M. Sanogo. Merci beaucoup, M. Sanogo. Voilà. Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire. C'est bien noté. C'est bien noté. Allez. Oui, Roger Stéphane. Oui, je veux dire, le constat est terrible quand même. Et on a vraiment mal au cœur quand on parle de notre championnat comme ça, sans toutefois négliger les efforts qui sont faits pour les acteurs du football ivoirien, notamment la fédération et les présidents des clubs, qui se battent comme ils peuvent, hélas. Mais je pense que tout seuls, ils n'y arriveront jamais. Quoi qu'ils soient de bonne volonté, ces traces-là, tout seuls, ils n'y arriveront jamais. Et on a un peu mal au cœur. Ils font beaucoup d'efforts. Mais effectivement, c'est que le niveau de championnat est très bas. En comparaison au passé. Dans le passé, on avait un excellent championnat national. Avec de grosses écuries qui vraiment produisaient du football et du jeu. L'ASEC, l'Africa, le Stade Abidjan, le Stella Club d'Agamé, le Sporting Club de Gaïwa, le Réveil Club de Gaïwa, l'ASEMA, le Saglaboutou Sport de Bondoukou, Bouna, etc. Il y avait ça, il y avait du football à l'époque. On n'a plus ça. C'est dommage, on n'a plus ça. Deuxièmement, on n'a plus les génies qu'on avait auparavant. Avant, vous avez dans le championnat, vous avez Cédonal Olivier, vous aviez Maison Pascal, vous aviez Dago Chal, vous avez Begriago, vous avez Aboulaye Traoré, vous avez Samabo Dominique, vous avez Babou Eric, vous avez des joueurs comme ça, mais c'est la preuve qu'il y avait de la qualité. On n'a plus ça aujourd'hui dans notre championnat. Troisième élément, c'est que les résultats sur le continent sont mauvais. On ne gagne absolument plus rien. Je dis la dernière bonne campagne d'un club ivoirien sur le continent africain, c'était 2014 avec le CSP de San Pedro. Après, il faut retourner en 2006 pour voir la SEC en demi-finale de la Ligue des Champions. On ne gagnait absolument plus rien. Sur le classement au niveau des clubs, qu'on est sorti on n'est même pas... Maintenant, si on est top 20, on est très très loin derrière. On est sorti. On ne gagne pas également le CHAN. Donc, quand vous cumulez tout ça, ça veut dire que le niveau de votre championnat est bas. C'est ça. Et d'ailleurs, si vous laissez la SEC, prenez les autres clubs qui sont en Ligue des Champions, en Coupe d'Afrique ces dernières années. SOA, Gaïwa, RCA, FC San Pedro. Rien. Tout le monde est éliminé dès le premier tour. Tout préliminaire éliminé, deuxième tour éliminé. Donc c'est clair. Oui, mais c'est clair que le niveau est mauvais. Donc, on va toucher c'est triste, ça fait mal. Les pistes. Mais le niveau est mauvais. Les faits sont là. On va toucher les pistes, les solutions pour essayer de redorer tout simplement le blason de ce football-là. Alors, vous pouvez toujours nous appeler, oui, pour essayer de proposer des solutions. Quelles sont vos propositions pour développer le championnat national? Sur la page Facebook de la 3, Manon Franck Aristide Natia, il dit « Bonsoir la grande team, je vous suis de la sous-préfecture de Maféré, département d'Abouesso. Pour moi, le développement de notre football, il faut que chaque club de l'intérieur joue sur ses bases avec des constructions ou réhabiliter les stades déjà existants. Pour que voilà, les gens, les supporters soient mobilisés, je paraphrase un tout petit peu, derrière les différentes équipes. Bonne émission. À sa suite, François, 1. La formation des encadreurs. 2. L'organisation structurée du championnat des jeunes. 3. Impliquer les élus dans la gestion des clubs. 4. Permettre à chaque club de l'intérieur de jouer sur ses installations. 5. Imposer un cahier de charges à tous les présidents de clubs. 6. Il faut des terrains d'entraînement, des cars, des fiches de paie pour les joueurs. Et ça, c'est obligatoire pour lui. Allez, Henri Jo, des solutions? Les solutions sont à plusieurs niveaux. Hein. Ce n'est pas seulement une seule entité qui... Aujourd'hui, on parle souvent des présidents des clubs, mais il ne faut pas aussi oublier que ces présidents des clubs-là font énormément. Ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Oui, j'ai été par exemple à Bengrou, où le président Adouben, à un moment, avait jeté l'éponge. Il ne voulait plus continuer. Il a fallu qu'on essaie de l'inciter à continuer. Voilà. Donc, les solutions sont à plusieurs niveaux. Déjà, au niveau de l'État, il faut permettre qu'on ait des installations sportives dans presque toutes les régions. Parce que le football se pratique sur, quand même, des espaces que nous connaissons tous. Il ne faudrait pas que ça soit dans le sable ou peut-être dans du gravier et tout. Il faudrait donc qu'on ait des installations sportives de bonne qualité dans presque toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Une politique quand même de développement. Aujourd'hui, on peut par exemple faciliter, même au niveau des impôts, certaines structures qui décident d'accompagner
certaines équipes. Ça se fait dans d'autres pays. Ça se fait dans d'autres pays. D'accord. Est-ce qu'il y a une facilitation réelle? Est-ce qu'il y a cette politique-là qui a été instaurée? Je ne pense pas. Ben non, voilà. Tu ne sais pas. Henri Jo, vous allez poursuivre. Je vais prendre l'avis de M. Kourouma Cheikh qui nous appelle de Yopougon. Yopougon Ouassakara. Bonsoir, M. Cheikh. Oui, bonsoir, Jean-Baptiste. Bienvenue sur la 3. Merci beaucoup. D'accord. Alors, quelles sont vos solutions, vos propositions pour développer le championnat national? Oui, il faut absolument reprendre le championnat des jeunes. Ça n'existe plus. D'accord, il faut reprendre le championnat des jeunes. Oui, il faut reprendre. Le football de base, il faut reprendre. Okay. Aujourd'hui, on est tous séduits par l'équipe de France, mais la France forme depuis 1968. Et 20 ans après, tout le monde a vu que ça payait en 98. D'abord, tout à l'heure, a évoqué l'autogol, mais cette année, l'équipe du Stade n'était pas en super division. C'était une belle équipe du Stade. Avec Louis Claude, Dagocha, Ibrahim Bakayoko, Salih Delasoubas, une équipe séduisante qui faisait pleurer les animateurs. Mais aujourd'hui, le football de base, bon, vraiment, ça n'existe plus. Il faut reprendre le football de base. Aujourd'hui, nos jeunes pilules, les équipes nationales de la sous-région, c'est déplorable. Tout à l'heure, M. Roger Stéphane a parlé des talents. Il y en a des talents, mais il faut les polir comme une pierre précieuse. Il faut les polir, il faut les former, il faut les encadrer. Ils sont là, ils existent un peu partout. Il faut reprendre le football de base. Voilà, je pense que c'est là. Pour vous, ce sont les solutions. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup pour votre participation. Monsieur Kourouma Cheikh qui nous a appelé de Yopougon, Ouassakara. Comme lui, vous pouvez toujours nous appeler. Le numéro de téléphone va s'afficher au bas de votre écran. Plus 225 27 21 59 93 99. Henri Jo, il y a un dernier élément. Je disais, il parlait des structures qui accompagnent les équipes. Je demande, elles sont combien aujourd'hui les structures qui accompagnent ces équipes-là. Au niveau de la fédération, il faut appliquer le cahier des charges. Il faut faire respecter cela. Ça englobe plusieurs choses, puisque, bon, je vais laisser aussi les amis parler. Et puis, au niveau des équipes, il faut former les formateurs eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, on a des formateurs qui, eux-mêmes, souvent ont besoin de se faire former, qui ne maîtrisent pas forcément grande chose. Donc, voilà pour vous, c'est quelques pistes. Voilà, quelques pistes. Mais bon, en détail, c'est encore plus long. D'accord. Allez, Dago Charles. Attends, pour vous, dans le temps, vu que là, on a la chance d'avoir Dago Charles dans le temps, qu'est-ce qui faisait la force des équipes? C'est ce que le frère vient juste de dire quand il a rebondi sur les propos de Roger par rapport au talent. Il faut effectivement les polir. Nous avons été polis. C'est aussi simple que ça. Il n'y avait rien d'autre. Aujourd'hui, qu'on parle d'infrastructure, je suis curieux de... C'est notre souhait qu'il y ait des infrastructures. Mais hier, il y avait seulement 2 stades. Puis on avait des grands clubs. Donc la question d'infrastructure, là, elle peut être secondaire pour moi. N'est-ce pas? Alors qu'on en a vraiment besoin, je suis d'accord. Mais pour moi, ce qu'il faut, il y a des problèmes partout. Il y a vraiment les problèmes du football ivoirien vraiment sont un peu partout. C'est à plusieurs niveaux. Au niveau des arbitres, au niveau même des médecins, au niveau, parce que la question de Sylvain Gbo, au niveau même des entraîneurs, souvent on les forme énormément et ils n'ont pas de point de chute, il y a des problèmes un peu partout. Mais qui est-ce que, en réalité, gère tout ça? Ce sont les dirigeants. C'est-à-dire les présidents de clubs et les dirigeants du football ivoirien. On a des présidents de clubs aujourd'hui qui sont des fonctionnaires, des sans-emploi, des retraités. C'est une réalité. Ils ne peuvent pas gérer ces clubs-là. Ils n'en ont pas les capacités intellectuelles et financières. Ils n'en ont pas. Au niveau des dirigeants du football ivoirien, quelle politique ils mettent en place? Quand tu prends, par exemple, de façon idiote, je m'excuse du terme, le président de la commission du statut du joueur et le président du syndicat des joueurs. Mais on va où? Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas. Le syndicat et le patronat dans la même assiette. On va où? C'est pas possible. C'est-à-dire que le problème du football ivoirien, pour moi, et je suis clair là-dessus, ce sont les dirigeants. Ce sont eux-là qui prennent une politique en amont. Et c'est cette politique prenue en amont dont le résultat se voit en aval. Et c'est seulement les dirigeants qui doivent être en même de pensée positive pour le football ivoirien. Si tu n'as pas de grands dirigeants, tu n'auras pas de grand football. Si tu es un petit dirigeant, comme c'est nos anciens collègues de l'Africa, le Nigérien Okolosi disait, petit ballon, petit l'argent, petit ballon. Tu es un petit dirigeant, tu auras un petit football. Si tu as des grands dirigeants, mais regardez à travers la France, l'Angleterre, partout, ce sont les grands dirigeants
qui achètent des clubs, ils en font des grands clubs, ils ont les grands championnats. D'accord. On n'a personne ici, on va beau vociférer, ça sera toujours ce même football. C'est entendu, c'est entendu. On va prendre la direction d'Assuéfri pour retrouver M. Adingra Patrice. Bonsoir M. Adingra. Bonsoir, monsieur. Merci d'être sur la 3. Oui, je vous suis très bien. D'accord. On parle de football local, donc de championnat national. Quelles sont vos propositions pour développer le championnat national? Mes propositions, je salue tout le monde sur le plateau. Bonsoir, monsieur Adingra. Je suis d'accord avec monsieur Dago Charles, qui est mon père. Allez, vous avez la télé allumée, je le sens. Est-ce que vous pouvez diminuer ou éteindre carrément la télé? Parce que ça fait écho et on ne s'entend pas. Je suis d'accord avec M. Dago Charles. Allez-y. Parce que de nos jours, quand nos petits frères, nos fils sont un peu performants dans un club, automatiquement les dirigeants les vendent. Bon, un club peut prendre 10 ans pour être performant. Mais si en 2 ans, 3 ans, vous vendez les joueurs, vous voulez que le club soit performant comment? Donc moi j'accuse les présidents de club, les responsables des clubs. Je suis d'accord avec M. Dago, il n'a pas voulu dire ça directement. Hein. Il a continué. Mais moi, voilà, c'est la vérité qui est là. C'est la vérité. On a vu le cas de la SEC. La SEC a percé pendant des années. Pourquoi? Parce qu'ils ont su maintenir les Aruna de l'année et autres. Mais arrivé au moment qu'elles ont vendu tous les joueurs. D'accord, donc pour vous, M. Adingra, il ne faut pas vendre tout de suite les joueurs. On ne peut pas les vendre. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres propositions? Les seules propositions, les présidents du club doivent s'entendre avec comment on appelle la fédération ivoirienne sur les montants, le salaire des joueurs, c'est tout. D'accord. Merci beaucoup, M. Adingra Patrice. Oui. Allez, Mohamed Ballo. Oui, moi je pense que déjà, les solutions sont tout simplement font suite aux problèmes que j'ai relevés. Déjà, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre l'exode des joueurs? Il y a 2 solutions. Soit on améliore leurs conditions de vie, c'est-à-dire que la fédération fait en sorte d'accompagner les clubs dans l'amélioration des conditions de vie des joueurs ou instaure tout simplement des garde-fous. Si vous voulez un salaire minimum pour que les joueurs soient heureux d'évoluer dans le championnat ivoirien, je pense que ça, c'est la première solution. Mais également, la seconde, je pense qu'il y a des tournois intervillages. Je pense que M. Dago Charles peut en témoigner. Très souvent, en pays BT, il y a des tournois intervillages où on peut aller faire de la détection de joueurs. Oui, pour remplacer les meilleurs joueurs qui vont vers les championnats européens, il faut aller faire de la détection dans le pays profond, aller chercher de jeunes joueurs qui seront recueillis dans des centres de formation. Et pour cela aussi, il faut créer des centres de formation. Il faut que les clubs aient des centres de formation. Donc, détection et formation, aller dans les pays profonds, aller chercher les talents. Parce qu'il y a des talents dans le pays profond ivoirien, dans ces tournois intervillages. Donc, aller chercher des talents pour les insérer dans des centres de formation modernes. C'est ainsi qu'on pourra renouveler les joueurs qui partent vers les contrées européennes. Donc, je pense que là, ce sont les solutions. En plus je pense, du développement du championnat, même pour le rendre attractif vis-à-vis du public aussi. Là, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites par la fédération à travers des concerts avant les rencontres, essayer de créer un engouement autour du championnat. D'accord. Roger Stéphane Roger Stéphane, on ne l'a pas encore entendu. Oui, ça dit que Dago Charles, lui, il a attaqué les dirigeants uniquement. Mais moi, à mon avis, il n'y a pas que les dirigeants. C'est une entité dans la réalité du football ivoirien. Mais c'est vrai qu'il n'a pas signifié aussi que c'est que les dirigeants. Oui, non, que c'est un point qui il dit on n'a pas beaucoup de dirigeants. Seulement les dirigeants. Vous confirmez? Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Allez-y, Roger Stéphane. Parce que j'estime que l'État a sa part de responsabilité, nos localités, nos régions ont leur part de responsabilité, la fédération a sa part de responsabilité, les présidents de clubs ont leur part de responsabilité, les supporters ont leur part de responsabilité, et nous-mêmes, journalistes, nous également, on a part de responsabilité. Donc c'est cet ensemble-là qu'il faut corriger. Mais on n'aura pas le temps maintenant dans cette émission. J'espère qu'on parlera de l'État tout à l'heure. Maintenant, les solutions à apporter, à mon avis, il faut trouver les moyens au club. C'est le nœud du problème. Trouver les moyens au club pour avoir de bons joueurs, de bons effectifs et bien payer nos garçons. Si on règle ça, on peut peut-être trouver une certaine solution. Il faut ramener nos championnats sur l'ensemble du territoire. Il faut que le championnat sorte de la région d'Abidjan pour répartir sur l'ensemble du territoire. Il faut régler ça. Ensuite, il faut que la fédération soit un peu plus exigeante
dans le respect du cahier des charges. Il y a un cahier des charges par rapport aux différents clubs qui n'est pas du tout respecté. Parce que la vérité, la plupart des clubs ne peuvent pas respecter véritablement le cahier des charges parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Mais il faut qu'on y travaille. Parce qu'il faut qu'on soit exigeant pour que nos clubs-là deviennent des clubs véritablement professionnels. Donc il faut travailler à ça. Il faut communiquer davantage sur le championnat national. Il faut communiquer, il faut en parler, il faut le vendre, il faut l'exposer, il faut le présenter aux gens, communiquer davantage. Et puis peut-être faire un effort pour trouver une formule de telle sorte à permettre à nos bons joueurs de rester au plan local sur une certaine période avant de partir à l'extérieur. Peut-être ça peut nous aider. Parce que nous tous, nous critiquons les présidents des clubs. C'est vrai, ils ont beaucoup de problèmes. Mais nous ne créons pas de clubs non plus. Personne ne crée de clubs pour donner l'exemple du bon club qu'on gère, du bon dirigeant. Personne ne crée de clubs. Et on critique tous les dirigeants des clubs. Je trouve que ce n'est pas un bon procès. Okay. Si les gens pensent que les présidents des clubs sont nuls, mais allez prendre les clubs, allez prendre l'Africa, allez prendre Bassam, allez prendre Asie, créer de nouveaux clubs, on va voir de quoi vous êtes capable. Personne ne le fait. Donc, c'est tout un ensemble. Là où je suis d'accord, et j'estime que la Fédération de football toute seule ne peut jamais développer le football en Côte d'Ivoire. Les présidents des clubs tout seuls ne peuvent jamais développer le football en Côte d'Ivoire. Le président de la fédération et sa fédération ne peuvent absolument pas développer tout seul le football ivoirien en Côte d'Ivoire. C'est faux, c'est archi faux. C'est dans une volonté politique associée à plusieurs acteurs. Quand on met ça ensemble, oui, on peut développer notre football. D'accord. Allez, c'est entendu. Oui. Dagocha j'avais évoqué quand même le problème des infrastructures. Il me disait avant, il n'y avait que 2 stades. Mais avant, je suis sûr qu'il partait, par exemple, à Bouna pour jouer un match. Il partait à San Pedro pour jouer un match. Il partait à Boisflé pour jouer un match. Mais aujourd'hui, les centres d'entraînement aussi. Au-delà même des centres d'entraînement. Il y a 2 grands stades. Non, mais il y avait des stades. Il y avait des stades. Il y avait des stades à l'intérieur du pays. Allez-y. Il y avait des stades à l'intérieur du pays. Et vous vous déplaciez dans ces stades-là pour jouer. Et ça permettait quand même de valoriser notre championnat. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, on joue au Champrou et souvent, on joue des demi-matchs du côté de Gagnois. Ok. Ça, c'est le championnat national. C'est bien entendu. Roger Stéphane a réagi, Dagochal, sur votre sortie concernant les dirigeants. Voilà. Là, Henri Jo revient sur votre sortie concernant les stades. Je vais vous donner la parole pour que vous puissiez rebondir. Je suis parfait. Nous sommes tous en phase. Hein. Mais qui est-ce que prône toute une politique? C'est le dirigeant. C'est ce que Roger Stéphane ne veut pas admettre. Qui disent que tout le monde est responsable. Mais qui prône la politique de la responsabilité? C'est le dirigeant. Okay. Si la SEC Mimosa est devenu ce qu'il est aujourd'hui, là, il y a eu un dirigeant fort qui a poussé, qui a été inventif et qui a donné à la SEC ce que la SEC est. Même l'Afrique a eu ses sous. Donc c'est le dirigeant qui, lui, si lui, il est bon gestionnaire, le bon manager, alors tous les clubs de Côte d'Ivoire auront des très bons dirigeants, très bons rêveurs, comme Zensou, Maître Mondon, Conan Julien et autres. On aura un super championnat. Et je le dis, je le répète, tous les championnats du monde, dans tous les pays, sont pris en charge par des grands dirigeants des différents clubs qui animent les différents clubs des championnats. Qui connaît le président de l'UEFA, ici? Mais non, tout le monde parle de Real Madrid, Barça, partout, parce que ce sont des clubs. Et ce sont les dirigeants des clubs qui animent leur championnat et qui font de leur club des grands championnats. Ok. En tout cas, ce soir, la question du niveau du championnat, nous le touchons, nous le décryptons, voilà, pardon, nous la décryptons bien sûr. Et derrière, on va se comprendre. On vous donne aussi la parole, hein, chez vous à la maison, tout simplement, à travers cette question LGT. Quelles sont vos propositions pour développer le championnat national? Bon, on va regarder ensemble une vidéo envoyée par nos envoyés spéciaux en Algérie, Dorjles Kofi et Vassiriki Bakayoko. Ils ont pu rencontrer Laurent Boli, membre du comité exécutif de la FIF et responsable des éléphants locaux. Il fait le point, bien sûr, de la participation ivoirienne à ce CHAN 2022. Un sentiment de satisfaction concernant notre jeune équipe, la Côte d'Ivoire, qui est partie progressivement, qui est montée en puissance, incroyable au niveau intention, au niveau enjeu, motivation physique, parce qu'il fallait des hommes pour pouvoir jouer ce match avec un stade rempli, supporters algériens, un match très motivant pour les garçons qui avaient envie de faire quelque chose. Je pense qu'il y avait de la place.
Ils ont eu des opportunités, comme ils auraient pu aussi prendre des buts. Mais c'est ça le football, rien n'est parfait. Mais on a senti un groupe qui avait envie d'écrire l'histoire, de faire partie de ces belles aventures-là, pas qu'elle s'arrête, qu'elle aille jusqu'au bout. Malheureusement, il y a un sentiment de déception, d'injustice. On ne va pas regarder seulement cela, on va faire nous-mêmes notre autocritique. Si on avait concrétisé les occasions juste avant le pénalty, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Peut-être qu'il y aurait une autre histoire. Mais un grand sentiment de satisfaction de ces garçons, qu'on ne donnait pas cher de leur peau, qui ont eu l'envie d'aller jusqu'au bout. Et pour moi, ils sont allés au bout d'eux-mêmes. Mais c'est ça le sport. Le sport, des fois, vous donnez tout. Et puis le résultat en est autre chose. J'espère qu'ils vont retenir des grandes choses. L'envie de revenir. Parce que dès le mois de juin, il y a encore les éliminatoires pour le CHAN à venir. On avait l'habitude de dire que notre championnat était faible. Mais ces garçons ont démontré que l'appétit vient en mangeant. Il ne faut pas trop vite les enterrer et qu'il faut compter avec la nation du football. Et que j'espère qu'ils grandiront de cette expérience et qu'ils iront encore dans l'avenir beaucoup plus loin pour les matchs internationaux. Au niveau organisationnel, rien à dire. On a eu les conditions meilleures. L'équipe nationale a eu les mêmes avantages, la préparation, l'encouragement du président de la fédération, du ministère de l'ONS, l'ambassade même de Côte d'Ivoire en Algérie venait nous porter ce drapeau qui nous disait d'être à la hauteur. Vraiment, les garçons se sont sentis très encouragés, très supportés et vraiment ça faisait vraiment chaud au cœur. Bon, c'est dommage. Je pense que cet arbitrage ne fait pas honneur à notre continent. Je ne vais pas m'hasarder sur cet arbitrage. On va travailler pour nous-mêmes. On va aller de l'avant. C'est ça le sport. Mais c'est dommage. C'est dommage, on n'a pas besoin de ça. C'était une très belle organisation, un beau CHAN. Mais dommage que cet arbitrage, avec une personne qui n'a pas été fair-play jusqu'au bout, c'est dommage. De retour sur ce plateau, à l'instant, on vous a proposé bien sûr une interview exclusive réalisée par nos envoyés spéciaux d'Angeles Kofi et Vassiriki Bakayoko en Algérie pour la 7e édition du CHAN. Il est revenu un tout petit peu sur la participation de nos éléphants locaux. Il a parlé également du niveau de notre championnat, niveau du championnat qu'on dépose aujourd'hui sur la table pour tout simplement faire cette émission. Notre question LGT est la suivante. Quelles sont vos propositions pour développer le championnat national? Et sur ce plateau, ainsi que les appelants ont pu donner des pistes pour développer notre championnat national. Roger Stéphane et Henri Joël-Bois ont touché la question de l'État, sa participation active, bien sûr, dans le développement de ce championnat-là. Roger, dites-nous tout. Oui, mais je pense que l'État a un très grand rôle à jouer. Parce que quand même, c'est l'État qui définit la politique globale du sport dans une nation. C'est le rôle de l'État qui définit la politique globale. Sur ce que je sais, en Côte d'Ivoire, l'État fait beaucoup déjà. Il y a la parafiscalité qui finance la Fédération de football, qui est énorme d'ailleurs. Je pense que la parafiscalité est divisée entre la Fédération de football, les autres fédérations, le ministère des Sports, 50% pour la Fédération, 35% pour les fédérations et 15% pour le ministère. C'est une manne importante qui tourne parfois autour de 3 milliards de francs CFA. L'État fait ça, c'est déjà beaucoup. Dans le Code général des impôts, il est dit que des structures commerciales peuvent financer des clubs. La loi a été prise à hauteur de 200 millions de francs CFA. C'est le plafond, et déductible de leurs impôts, mais il ne doit pas dépasser 2% de leur chiffre d'affaires. Voilà ce que l'État fait. Mais c'est déjà très bien. Mais en même temps, je me rends compte que ça ne marche pas. Ça, c'est de la théorie. Voilà, ça ne marche pas parce que en dehors de quelques exemples que sont la SEC, beaucoup de structures commerciales ne vont pas vers les clubs, justement, ça ne marche pas. Donc peut-être, il manque peut-être l'incitation. Il y a des modèles. Au Maroc, par exemple, on peut peut-être essayer celui-là, parce que l'autre, là, ça ne bouge pas. Qu'est-ce que ça dit côté marocain? Au Maroc, par exemple, en 2009, le roi du Maroc a demandé à des structures de l'État d'aller financer le sport, le football. Maroc Télécom, la caisse de dépôt et de gestion, la Banque du Maroc, l'Office chérifien du phosphore. Et ils ont investi dans les clubs au Maroc. Et le résultat est là. Les clubs marocains gagnent tout. On a même l'État, même le roi a même construit une académie.
C'est les joueurs de l'académie là qui ont qualifié le Maroc en demi-finale de la Coupe du monde de football. Donc l'État doit aller plus loin en incitant peut-être les structures. Ça dit à faire. La loi est sponsorisée, mais les gens ne bougent pas. Il reste à l'appliquer. D'accord, je pense que je vais revenir un peu sur ce que Roger Stéphane a dit. C'est vrai qu'il y a l'incitation de l'État, mais derrière, il y a la crédibilité des dirigeants. Les structures commerciales seront incitées à investir dans les clubs, mais il faut que ces structures commerciales sachent que leur argent sera investi aux mains de dirigeants compétents qui pourront donner forme à cet argent-là en termes de politique. Donc ne pas investir pour investir. Justement, et la crédibilité des dirigeants et leur bonne gouvernance se pose. D'où la création du gendarme qui va suivre tout ça. En France, ça existe avec la DGNCG qui contrôle les finances des clubs et surtout qui oblige les clubs forcément à bien fonctionner. En fonction de ce qu'ils reçoivent. Voilà. Les structures, en général, quand ils financent les clubs, c'est pour une question de visibilité. Quand tu joues Interquartier, à Bobo, joue contre WAC, JCA, joue contre Plateau et autres, là, où est la visibilité de ces structures-là? Mais est-ce qu'il ne faut pas commencer quelque part? Exactement, il faut commencer aussi quelque part. Il faut bien commencer. Oui, mais... Roger Stéphane, s'il vous plaît. Soyons sérieux. Nous sommes sérieux. Ce championnat-là, tel qu'il est présenté, il n'est pas bon dans sa configuration. Déjà, mais on ne respecte même pas le cadre de la fédération ivoirienne de football, dans la mesure où le football doit se jouer aussi tout le territoire ivoirien. Il y a des secteurs... Je l'ai évoqué ici. Non, attendez, Henri Jo. Il y a des endroits même où on ne joue même pas au football, où des régions entières ne jouent pas au football, et 16 sur 16 clubs de championnat de Côte d'Ivoire, tout le monde joue à Abidjan. Oui, c'est un souci, on l'a réglé. Et ceux qui jouent à Abidjan n'ont même pas de supporters. Et c'est à vous, c'est à ceux-là qu'on remet non par la fiscalité. Merci beaucoup. Alors, quelques Ivoiriens ont donné des pistes. Ils ont donné également, ils ont fait des propositions, tout simplement, au micro de nos reporters dans les rues d'Abidjan. On regarde. Bon, concernant le football ivoirien, ça veut dire que le championnat en Côte d'Ivoire, pour mieux organiser le championnat ivoirien, je pense que les cadres, les encadreurs des jeunes joueurs doivent fournir beaucoup d'efforts. Quand je parle d'efforts, ça veut dire qu'ils doivent trouver des moyens nécessaires pour pouvoir attirer l'attention de tous les fans. Ça veut dire que les supporters, ceux qui sont intéressés par le football, pour qu'ils puissent se rendre au stade dans toutes les conditions pour pouvoir assister au match. Parce qu'on sent qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de petits stades pour les clubs. On voit que pour que les clubs puissent jouer ballon, il faut des longs déplacements pour aller sur les autres stades pour aller jouer. Voilà, on trouve que ça aussi, ça fait que la chose ne peut pas évoluer aussi vite. Pour le développement du football ivoirien, je pense que les gens doivent mettre plus d'action sur la construction des terrains. Puisque toutes les équipes ne vont pas forcément jouer sur le même terrain. Cela va poser peut-être beaucoup de problèmes. Parce qu'à chaque fois, les personnes ne vont pas quitter, les équipes ne vont pas quitter à Korogo et dans les autres villes pour venir jouer sur le même terrain de Treichville. Voilà, donc moi je pense que l'État de la Côte d'Ivoire doit construire plus de terrains pour que le sport ivoirien puisse évoluer. Je pense que pour qu'il y ait perfectionnement, dans toute chose, il faut d'abord prendre des mesures. Et quelles sont les mesures que le gouvernement ou encore les présidents du club doivent prendre? Non seulement chercher à peut-être augmenter le salaire parce que un joueur ne peut pas venir jouer dans un club et avoir, comme on appelle, un salaire de transport. Parce qu'il y a ça aussi qui compte. Donc il faut augmenter le salaire qui va beaucoup motiver le joueur à s'engager, à se donner. Parce qu'il ne peut pas venir et puis avoir un salaire pour payer seulement le transport. Mais comment il va pouvoir s'en sortir avec la famille? Je propose que pour améliorer les championnats ivoiriens, il faut créer beaucoup de stades dans les localités. Exemple, à Korogo, à Boisseau, à Abidjan. Il faut qu'il y ait des stades pour que si on veut jouer des matchs comme ça, on puisse avoir en tout cas beaucoup de stades. Et puis il faut améliorer aussi les stades et puis encourager, les assurer aussi. Et puis payer bien aussi, voilà. Il faut donner beaucoup d'argent. C'est vrai que je suis une fille, je ne m'y connais pas trop, mais je sais que nos jeunes ont besoin que ça s'améliore. Et pour cela, moi je propose qu'on construise plus de stades dans les universités, dans les grands locaux, tout ça. Et puis aussi qu'il y ait une formation qui soit mise en place. Et puis que ça soit gratuit aussi, ou bien moins cher peut-être, pour aider les jeunes à peut-être aller s'inscrire, à se faire former. Et puis il y a le volet aussi financier. C'est-à-dire quoi?
si le gouvernement a prévu une somme pour les jeunes, que cette somme-là, les jeunes puissent rentrer en possession de cette somme. Que l'argent ne reste pas en haut, ou bien qu'il y ait peut-être des cachotteries, des trucs comme ça, pour pouvoir encourager la jeunesse en fait. Quelles sont vos propositions pour développer le championnat national? C'est notre question LJT. Eh bien, pour aujourd'hui, le temps qui nous est imparti tire à sa fin. On ne referme pas forcément ce sujet-là. On reviendra là-dessus clairement. Oui, non, bien sûr, on reviendra là-dessus. Jean-Baptiste. Pour l'acte de ce sujet-là. C'est pas encore terminé. Voilà. Je sais faire confiance à la rédaction. On reviendra sur ce sujet-là pour avoir d'autres pistes. Allez, le CHAN se poursuit et ce vendredi 3 février 2023, la petite finale aura lieu à partir de 19h. Niger-Madagascar, c'est l'affiche. Et puis, pour la finale, c'est le samedi 4 février 2023, 19h30, Algérie-Sénégal. Alors, demain, on parlera de la petite finale, mais déjà, le parcours du Sénégal, Dago Charles. Déjà, on les sent motivés, ils sont là, ils seront face aux Algériens. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce parcours sénégalais? Avant les demi-finales auxquelles ils nous ont donné droit d'assister avec vraiment un sublimissime match. Pour moi, ils ont eu des prestations en dents de scie. Parce que là, ils ont commencé timidement. Après, ils ont cru qu'ils étaient forts. Donc, pour moi, ce n'était pas ça. Mais force est de reconnaître que sur la demi-finale, ils ont été sublimes. Ils ont été énormes. Et là, ils ont produit du football total. Voilà, donc pour moi, c'est tout à fait mérité qu'ils arrivent en finale. Alors, Mokhtar, le milieu de terrain sénégalais, il dit clairement qu'ils feront tout pour venir à bout de l'équipe algérienne Ballot. Ils peuvent le faire. Tout. Je pense qu'ils ont les capacités. En milieu de terrain, il y a des joueurs qui travaillent bien. Il y a Lamine Camara. Il y a aussi Sané aussi qui bat un bon boulot. Mais ils ont de bons ailiers, par exemple, avec Mbaye Malik, lui aussi, qui est très, très intéressant. Il y a aussi Diallo de l'autre côté. Donc, effectivement, quand on regarde cette équipe, c'est une équipe qui a les armes et en plus qui a de la solidité. C'est vrai que dans le jeu, moi, je leur reproche de ne pas être très chatoyant. C'est pas joli. C'est pas esthétique, mais c'est efficace. Ils sont solides et ils ont quand même quelques bons pions. Donc, je pense que c'est possible. Mais l'Algérie est une équipe favorite pour moi de cette finale. Alors, comment vous trouvez le management, le coaching de Pape Thiaw, le sélectionneur sénégalais? Pour l'instant, il arrive à très bien faire jouer son équipe, même si Dao Sall dit qu'ils n'ont pas été aussi intéressants depuis le début. C'est vrai, face à la Côte d'Ivoire, ils nous ont dominés, même si on a eu des actions. Après, un peu difficile face à l'équipe de l'Ouganda. Et de la Mauritanie aussi. Ils se réveillent, mais ils ont fait un très très bon match aussi face à l'équipe de Madagascar. Mais tout ça, c'est vrai, Pape Thiaw, il fait un bon travail, mais tout ça, c'est le résultat quand même de la volonté de développer le football du côté du Sénégal. Aujourd'hui, pas mal de clubs sénégalais ont des partenariats en Europe, sacré qu'avec Lyon, Génération Foot, avec Metz, Diamba et tout ça. Il y a une politique qui a été, mise derrière, qui a accompagné ça, et c'est le résultat. Le résultat est là. D'accord. Roger, en quelques mots, les forces et les faiblesses de cette équipe sénégalaise? Un bon collectif, enfin un bon groupe solide, très bagarreur, parce que ce qui a fait la force face à l'équipe malgache, c'est la bagarre, la haine, la volonté, l'impact. Ce qui a fait la différence. Et puis bon, ils ont quand même quelques joueurs qui sont pas mal. Hein. Diouf est bon, Mbaye est bon, Sané, Moussa, Diallo, Camara. Ils ont de très bons joueurs. Et puis ils ont un technicien qui a dit, avant le match face à Madagascar, nous allons faire déjouer les Malgaches. Et oui, il a réussi à faire déjouer les Malgaches. Est-ce qu'il va réussir à faire déjouer les Algériens? C'est notre débat. C'est une équipe qui n'est pas impressionnante, mais qui a une force de caractère, cette équipe du Sénégal. Je pense que si elle produit le même match qu'elle a réalisé face à l'équipe de Madagascar, elle peut peut-être créer la surprise en finale. Mais ça va être très difficile face à l'équipe de l'Algérie. Et en illustration, vous voyez l'équipe type du Sénégal. Si, dans les perches, Diouf sur le front de l'attaque, Diallo, Camara, vous avez Camara, Ndiaye et Diallo. C'est du très bon, c'est du très bon. C'est une équipe très costaud dans le jeu, dans le cœur du jeu. Ça va chauffer face à l'Algérie. LGT pour aujourd'hui, c'est terminé. Dago Charles, vous m'en voulez un tout petit peu? Oui, mais allez, merci beaucoup. Merci Ballot, Relais Stéphane, Henri Jalbois. Allez, je sens qu'on va revenir sur ce sujet-là parce qu'on va prendre encore beaucoup plus d'appels pour écouter les uns et les autres. Voilà, entre-temps, je vous donne rendez-vous dès demain à partir de 18h. Oui, on prend l'antenne à 18h pour le plateau d'avant-match Niger-Madagascar. C'est pour la petite finale. Le Niger croise Madagascar
Madagascar. Voilà, soyez donc au rendez-vous, ça compte bien sûr pour le CHAN. Allez, donc on va se faire encore du football. La finale aura lieu le samedi 4 février 2023 et ça sera à partir de 19h30 Algérie-Sénégal. Merci de toujours rester sur la 3 et soyez au rendez-vous. Allez.